Mettons-nous dans la peau d'un psy, 2 petites secondes. C'est un phénomène clinique absolument dingue. Pourquoi est-ce que nos idées les plus géniales, vous savez, ces concepts qui semblent totalement révolutionnaires, surgissent pile au moment où on a une énorme urgence sur le feu? C'est le grand mystère qui frappe tout le monde. D'un seul coup, on a un dossier vital à rendre pour le lendemain et boumon, on a une envie irrépressible d'écrire un roman ou de réorganiser toute notre vie de A à Z. Bienvenue dans ce décryptage de ce qu'on appelle en psychologie la procrastination créative. D'accord. Mais pourquoi nos meilleures idées débarquent exactement maintenant? On pourrait se dire, bon, c'est juste de la flemme ou un simple manque de volonté. Mais pas du tout. En fait, c'est une stratégie de défense hyper sophistiquée de notre esprit. Quand la pression est trop forte, quand on doit vraiment passer à l'action concrète, notre cerveau crée une diversion. Il nous donne une illusion de productivité pour nous éviter d'affronter l'angoisse de la page blanche ou la difficulté de la tâche. L'imagination devient carrément une cachette, un refuge parfait. Alors, juste avant de décortiquer tout ça, prenez une petite seconde pour liker et vous abonner à la chaîne. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas juste là pour empiler des concepts intéressants et les oublier demain matin. L'idée de cette analyse, c'est de transformer notre identité. C'est de comprendre notre propre cerveau pour reprendre le volant et arrêter de se cacher derrière de belles idées. C'est une vraie démarche active pour passer à un autre niveau. Allez, on attaque la première étape, le symptôme du faux succès. Pour bien comprendre le truc, il faut d'abord poser le bon diagnostic clinique. Ça ressemble à quoi au quotidien? Prenons un exemple classique qu'on a tous vécu. On a un gros projet à boucler pour demain. C'est l'heure de vérité. Mais au lieu de s'y mettre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, notre cerveau décide soudainement de planifier un super concept de projet pour l'année prochaine. Ensuite, on part faire des heures de recherche fascinantes sur Internet, mais alors complètement en sujet. Et puis, la cerise sur le gâteau, on ressent le besoin absolu de nettoyer chaque millimètre carré de notre bureau. C'est le chef-d'œuvre de l'évitement. On fait des trucs utiles, oui, mais juste pour justifier le fait de ne pas faire l'unique chose vraiment essentielle. Ce qui nous amène à la section 2, le fameux piège de la dopamine. Parce que ce blocage, ce n'est pas qu'une question de volonté, c'est profondément neurologique. La procrastination créative, pour faire simple, c'est utiliser sa propre imagination comme un bouclier mental pour fuir la réalité. En fait, notre cerveau préfère, et de très loin, l'idée parfaite du succès plutôt que la vraie galère pour y arriver. Une idée, c'est lisse, c'est sans défaut, ça ne rencontre aucun obstacle. L'exécution, par contre, c'est brouillon, c'est salissant, c'est frustrant et ça fait douter. Et regardez bien ça explique tout le secret. C'est littéralement la chimie de notre cerveau en pleine action. Quand on imagine très fort qu'on réussit un truc, le cerveau libère une dose massive de dopamine, l'hormone de la récompense. On vit le succès par procuration, par anticipation. Et notre esprit se fait totalement avoir. Pour lui, la récompense est déjà là, acquise, juste en y pensant. Du coup, l'urgence d'agir s'effondre complètement. Pourquoi fournir un effort douloureux quand rêvasser nous offre exactement le même petit shoot chimique instantané? C'est un piège biologique redoutable. Section 3. Et c'est là que ça devient encore plus profond, la peur du jugement final. Derrière cette mécanique chimique, il y a une angoisse psychologique très forte, la vulnérabilité, la peur d'être vu et jugé objectivement. C'est le combat intérieur classique entre le visionnaire et le créateur. Tant qu'on reste le visionnaire qui planifie dans son coin, on est bien au chaud, protégé par la bulle du potentiel. Personne ne peut critiquer une idée qui n'existe pas encore. Mais le créateur, lui, il termine les choses. Et terminer, ça veut dire perdre toutes ses excuses. C'est s'exposer, devenir vulnérable et accepter que le monde extérieur juge un résultat bien réel, loin des petites promesses et des illusions. Et ce passage à l'action, ça crée une véritable crise d'identité. Pour quelqu'un qui a toujours été vu comme l'explorateur avec 1000 idées à la seconde, finir un projet, ça ressemble presque à une perte. On a peur de perdre cette étiquette magique de génie visionnaire. On a peur de devenir une personne accablée par les responsabilités du succès et de dire adieu à l'excitation des débuts. Du coup, notre esprit fabrique une résistance invisible pour nous garder dans ce confort familier, celui de la personne qui cherche brillamment mais qui ne trouve jamais tout à fait. Ce qui nous amène à la section 4. Comment on brise ce cycle? Avec l'outil psychologique de l'action. Déjà, on va se dire les choses franchement. Attendre une nouvelle dose de motivation, ça ne sert absolument à rien. La vraie discipline commence exactement à la seconde où la motivation disparaît. Le secret, le vrai traitement, c'est ce que les psychologues appellent les intentions de mise en œuvre. C'est un concept fascinant. En gros, au lieu de compter sur la volonté, on va préprogrammer son cerveau. On crée un plan psychologique fixe à l'avance, ça transforme l'action en un réflexe automatique, histoire de court-circuiter complètement ces mécanismes de défense émotionnelle et d'éliminer le débat interne qui nous paralyse. Et voici le script mental exact, la petite phrase magique à s'implanter dans la tête. Quand j'ai une nouvelle idée pour faire mon travail actuel, je l'écris simplement dans un carnet et je reviens immédiatement à ma tâche principale. C'est tout.
Mais en appliquant cette règle d'or, sans la moindre exception, on apprend à notre cerveau à prioriser le progrès continu, plutôt que de craquer pour le plaisir immédiat de la nouveauté. L'idée est capturée, elle est sauvée de l'oubli, mais elle ne sabote plus l'exécution en cours. Ce qui nous amène à notre dernière étape, la section 5, le pouvoir de l'exécution. C'est comme ça que l'histoire de notre fameux créatif se termine, par une vraie métamorphose. Avec cette méthode, la personne qui se cachait derrière de grands concepts, totalement paralysée par le perfectionnisme, se transforme en quelqu'un qui produit des résultats réels et tangibles. La barrière entre le rêve et la réalité est enfin brisée. D'ailleurs, faisons une petite pause réflexion. C'est quoi vos habitudes d'évitement à vous ? Vous vous mettez à cuisiner des plats dignes d'un chef étoilé, vous réorganisez votre bibliothèque par ordre alphabétique, dites-le nous dans les commentaires. Identifier ces blocages publiquement, c'est super libérateur et c'est très souvent la première étape pour s'en libérer définitivement. Si on devait résumer la quintessence de toute cette analyse, la maîtrise de soi passe par une vérité toute simple. La créativité, c'est le moteur de la voiture. Ce n'est pas un mécanisme d'évitement sophistiqué. Ce besoin constant de chercher de nouvelles idées, cette agitation perpétuelle, ce n'est souvent qu'un vieux schéma émotionnel pour se protéger du vide et de l'inconnu, juste avant la ligne d'arrivée. Une fois ce schéma désamorcé, construire des résultats durables devient enfin possible. La vraie puissance, ce n'est pas d'annoncer constamment des projets grandioses, c'est d'exécuter. Silencieusement, jour après jour, sans se trouver la moindre excuse. Car au bout du compte, la discipline n'a vraiment pas besoin de faire de bruit pour être redoutable. Gardons bien cette pensée à l'esprit la prochaine fois qu'une idée de génie tentera de détourner notre attention du travail qui compte vraiment.